Bonsoir et bienvenue. Nouveau rendez-vous du 7 Info. L'équipe du dimanche est bien en place, pilotée ce soir par Abdoulaye Baro. 5 invités ce soir. Le docteur Abdoul Sawadogo, médecin, hémobiologiste et épidémiologiste. Avec lui, nous parlerons de la commande de lits de réanimation qui tarde à être livrée. Il sera aussi question de transfusion sanguine et d'éthique. Deuxième invité, le directeur exécutif de la CMB, la Chambre des mines du Burkina. Les sociétés minières seraient-elles des hors-la-loi? Il viendra nous répondre dans un instant. Nous serons également avec Bonaventure Zoundi. Il est le secrétaire général adjoint de la Coordination nationale des enseignants du PGN. Le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Il y a une grogne au sein de certains enseignants. De quoi s'agit-il exactement? Réponse dans un instant. En ligne de New Jersey, aux États-Unis, le journaliste Daouda Emile Ouedraogo nous attend pour nous parler de cette affaire qui ébranle l'Amérique, la mort de George Floyd, afro-américain tué par la police. Et puis, le retour de notre consultant Siaka Koulibaly, bloqué depuis 2 mois du côté de la ville d'Abidjan à cause du coronavirus. Tout de suite, le journal du dimanche. Un an, jour pour jour, 2 militants de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, ont été assassinés dans le Yaga. Pour ce premier anniversaire, l'UAP, l'Unité d'action populaire, a donné de la voix. Elle réclame toujours justice. D'autres sujets ont été évoqués ce dimanche au cours d'une conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Retour sur Actu. Les 12 présumés terroristes retrouvés morts à Tanwalbougou dans la région de l'Est n'ont pas été tués par balle. C'est le procureur général près la cour d'appel de Fadangourma qui le dit. L'enquête ouverte sur le dossier des 12 corps retrouvés sans vie le 12 mai dernier dans la brigade de gendarmerie de Tanwalbougou a été infructueuse, déclare le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadangourma à l'issue des investigations préliminaires. Les résultats donc de cette enquête ne permettent pas donc de déterminer les causes exactes donc de décès. En ce qui concerne les allégations d'exécution sommaire dont les 12 victimes ont été l'objet, le procureur du Faso se veut formel. Aucune preuve tangible ne l'atteste et il se base sur plusieurs éléments de l'enquête. Il relève que l'examen physique révèle des corps inertes, rigides à la palpation et qu'on ne note pas de lésions d'allure traumatique sur le corps et qu'il n'a pas non plus observé de saignements sur le corps. Il a conclu qu'au vu de ce constat, il n'a aucun élément matériel pour préciser la cause exacte donc des décès et que cependant, seule une autopsie pourrait permettre de situer les causes exactes donc, de ces décès. Ça, c'est le rapport, le certificat médical produit par l'infirmier major chef du poste donc, de Tanwalbougou qui a été à la gendarmerie avec donc, les officiers donc, de police judiciaire pour donc, les constatations. Mais pourquoi l'autopsie nécessaire pour déterminer les causes exactes de la mort de ces 12 personnes n'a pas été réalisée? Au CHR précisément, on n'a pas de médecin légiste. On ne dispose pas donc d'un plateau technique pour procéder donc à cette autopsie. Des corps donc en putréfaction. On n'a pas dit qu'on ne peut pas donc réaliser, donc l'autopsie. Mieux. Nous avions saisi un médecin légiste à Ouagadougou pour voir s'il y avait toujours la possibilité de faire l'autopsie des corps présents à la mort. Ce médecin légiste-là nous a dit, même à Ouagadougou, des corps en état de putréfaction, ils n'ont pas un plateau technique donc, pour le faire. Cette autopsie peut se réaliser quelque temps. Il a donné donc un temps pour pouvoir le faire. Donc, l'autopsie n'est pas exclue. Donc, nous pouvons réaliser donc cette autopsie donc, à tout moment.
c'est la mort au niveau donc de Fada, parce que s'il y avait une chambre froide, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, on n'allait même pas parler donc de ça. Parce qu'on allait avoir donc une conservation normale donc des corps. L'enquête effectuée s'appuie également sur le témoignage de 3 rescapés pour écarter la piste de l'exécution par balle. Il y a 3 qui étaient donc dans la même cellule que les 12 qui ont trouvé donc la mort. Et ils ont été entendus en tant que témoins oculaires donc des faits. Et ils ont expliqué donc avoir été appréhendés au marché donc de Penthiangou. Et les 3 ont mentionné à l'unanimité que ceux qui sont décédés n'ont pas été donc exécutés par balle. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Fadangourma, a indiqué que le dossier sera transmis au tribunal militaire qui jouit des compétences nécessaires devant la loi pour mener des investigations approfondies s'il y a lieu. Quant à l'enquête relative au fait du terrorisme reproché aux 25 personnes au départ, elle est toujours en cours. Et puis la situation sécuritaire justement qui se dégrade davantage, multiplication des attaques terroristes ces derniers jours. Un groupe terroriste a attaqué le marché de bétail de Kompiembiga, village situé à 15 km de Pama sur l'axe Fada-Pama. Le bilan provisoire dressé par les autorités gouvernementales fait état de 25 morts. La lutte contre la Covid-19 et la grogne cette semaine de personnel soignant à l'origine une affaire de primes non payées. Le personnel sanitaire impliqué dans la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 très remonté contre le ministère de la Santé. Ces agents exigent le versement de leurs primes promises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Depuis la réquisition du CHU Tengango, seul un petit groupe de ce personnel aurait reçu une partie de leurs primes. Et ils sont venus autour du 20 avril payer quelques personnes en disant que c'est du 9 au 31 mars. Et depuis ça, on a traversé tout le mois d'avril, on est en train de traverser tout le mois de mai. Il n'y a personne qui est revenu nous dire quelque chose, alors qu'on s'occupe des malades. Normalement, nous, on veut savoir quand est-ce qu'on sera payé. Ça, c'est un. De deux, en cas de contagion, est-ce que le personnel est pris en charge? En plus du non-paiement de ces primes, ces agents disent être confrontés de plus en plus à une insuffisance d'équipements de protection tels que les bavettes. Une situation qu'ils jugent incompréhensible, d'autant plus que des dons de diverses natures sont régulièrement réceptionnés par le ministère de la Santé. On voit à la télé, les gens sont en train de donner de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas pour le personnel seulement, mais c'est y compris. Donc les gens doivent forcément gérer. Même au niveau de la protection, les bavettes, c'est 1-1 maintenant. Ça veut dire que avant, il y en avait, tu peux t'en servir. Maintenant, il faut aller t'arrêter, négocier avec les pharmacies. Les bavettes, de temps en temps, tu arrives. C'est quand tu veux rentrer dedans que tu vas. Il y a une petite pharmacie. Tu prends un, tu rentres, tu sors. Souvent, tu ressors, trouver qu'il n'y en a pas. Il faut attendre que ça vienne. Tout ça, c'est des risques. Ces agents disent ne pas avoir d'interlocuteurs pour discuter. Ils demandent aux autorités en charge de la lutte contre la pandémie de tout mettre en œuvre afin qu'une solution soit rapidement trouvée. La réaction justement de l'autorité, elle reconnaît le problème et promet très vite la solution. Pour ce qui concerne les rétributions qui ont été arrêtées par le gouvernement, il faut dire qu'il y a eu d'abord une première tranche qui a été payée à un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé dans le cadre de la lutte contre la Covid depuis janvier au 31 mars. Donc, après cela, il restait la période du mois d'avril qui n'a pas encore été payée pour l'ensemble des acteurs. Effectivement, ils ont raison sur cet aspect. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de la commission, pour que ce problème-là puisse trouver une solution? Il faut dire que ce problème est lié à des problèmes de liste, parce qu'on a demandé à la coordination, au groupe thématique pris en charge, qui s'occupe des malades au niveau de Tengango,
de nous fournir la liste exhaustive de tous les acteurs qui ont travaillé dans le cadre de cette lutte. Malheureusement, pour le mois passé, il y a eu des noms qui ont été omis, des noms des gens qui ont réclamé plus de jours qu'il ne fallait. Donc tout ça nous a obligés à mettre en place une commission pour travailler, pour toiletter la liste, pour être sûr que les réclamations sont justes et que pour le mois d'avril, on pourra payer exactement tous ceux qui ont fait le travail convenablement. Il y a certaines voix aussi qui disent que ce serait lié non pas à un problème de liste comme vous le dites, mais à un problème de ressources parce qu'il n'y aurait pas la disponibilité. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs de lutte contre la COVID-19 qu'il n'y a aucun problème de ressources. Les ressources sont disponibles et nous mettons tout en œuvre pour que le plus rapidement possible, nous puissions payer les rétributions des différents acteurs. Je voudrais rassurer que pour ce qui concerne la disponibilité du matériel de protection, particulièrement pour l'hôpital de Tengango, je ne pense pas qu'il y ait de problème de disponibilité. S'il y a des problèmes de disponibilité, c'est peut-être problème de façon interne ou lié à quelques agents. Et au niveau central, le stock est suffisant pour pouvoir couvrir Tengango. Parce que c'est là où il y a la prise en charge effective des malades de Covid-19. Premier invité de cette info, le docteur Abdoul Savadogo, médecin hémobiologiste et épidémiologiste. Avec vous, donc, nous parlons de ligne de réanimation, mais aussi de transfusion sanguine et d'éthique. Mais déjà, sur l'élément qui vient de passer, la motivation du personnel soignant, c'est quelque chose d'assez important quand même pour la riposte contre la pandémie. Merci bien, donc, Monsieur Guébré. On ne va jamais cesser de le dire. La motivation des agents de santé, ça a toujours été une préoccupation pour les syndicats dans ce pays. Et quand on voit cette pandémie qui est venue mettre à nu un certain nombre d'insuffisances et que malheureusement, ces agents de santé qui se mettent au devant, entre guillemets, du risque, vous savez très bien qu'il y a certaines personnes, même quand ils se sentent malades, ils ont peur de se rendre à l'hôpital. Mais les agents de santé ne peuvent pas se dire « bon, je ne vais pas à l'hôpital parce que j'ai peur ». Ils y vont. Et malheureusement, les petites motivations qui sont prévues pour eux, il y a un long retard. Voilà, dans l'élément, on a vu que depuis fin mars, la période de couverture des paiements, c'est jusqu'en fin mars. Mais jusqu'à présent, les agents n'ont pas acquis ces motivations. Alors qu'à côté de ça, il y a certaines personnes qui ne sont pas directement en contact avec ces patients-là, qui ont reçu leur motivation. Donc, on espère que c'est une question qui sera résolue le plus tôt possible pour que ce combat commun que nous avons là, nous puissions le gagner. En tout cas, du côté du ministère, on apprend que très vite, d'ici la semaine prochaine, visiblement, les choses rentreront dans l'ordre. Alors, vous êtes médecin, donc hémobiologiste et épidémiologiste. Vous êtes membre du syndicat des médecins du Burkina. Il nous revient aussi qu'il y a une sorte de passe d'armes entre justement cliniciens et épidémiologistes dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Qu'en est-il exactement? Quelle est votre lecture de cette situation? Effectivement, nous avons entendu parler, vécu certaines situations de conflits, disons, entre cliniciens et médecins de santé publique, je dirais. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler à résoudre rapidement parce que la santé, la médecine, c'est la combinaison de plusieurs disciplines qui font que l'état de santé de la population s'améliore. Il y a plus d'une centaine de spécialités dans le domaine de la santé et toutes ces spécialités doivent travailler ensemble. Il y a des gens qui ont été formés pour soigner des patients, il y a des gens qui ont été formés pour définir les politiques de santé, pour lutter contre la santé de la population, enfin lutter pour la santé de la population en général. Et quand on prend des disciplines comme l'épidémiologie, dont j'ai la chance d'être membre, c'est une discipline
qui travaillent dans l'identification des problèmes de santé et tout ce qui est distribution de ces problèmes de santé dans le temps, dans l'espace, les facteurs associés à ces problèmes de santé et bien sûr dans une pandémie comme la Covid que nous vivons actuellement, la place des épidémiologistes de façon spécifique et des médecins de santé publique doit être une place de choix. À côté de cela, il faut bien sûr que les cliniciens fassent également leur travail. Il ne faut pas qu'il y ait un conflit d'intérêts dans ce combat contre cette pandémie, parce que si déjà nous qui devons travailler à vaincre cette pandémie, nous ne nous entendons pas certainement pour des questions de motivation, surtout financière, on ne va pas s'en sortir. Et l'appel que nous allons lancer, c'est que les autorités sanitaires puissent rapidement résoudre ce problème-là pour que déjà on puisse redonner confiance entre guillemets à la population. Travailler à la cohésion au sein donc, du personnel soignant de façon générale. Exactement. Pour réussir ensemble cette lutte. C'est surtout ça, Exactement. parce qu'on ne gagne pas dans la division. Absolument. Alors, vous êtes aussi hémobiologiste, c'est aussi cette discipline qui travaille aussi sur cette question de sang, de transfusion sanguine aussi. Là, la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec cette crise sanitaire, la pénurie de sang, ça existe déjà, mais avec la crise sanitaire, c'est encore plus criard. C'est une réalité aussi qu'on vit depuis des années. On se pose la question finalement, comment faire justement pour en sortir? Exactement. Le problème de disponibilité de sang s'est toujours posé dans notre pays et de façon générale dans tous les pays en voie de développement. Et c'est ce qui a amené justement les autorités sanitaires à mettre en place une structure comme le Centre national de transfusion sanguine, qui est l'opérateur donc du sang dans notre pays. Qui existe depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, donc depuis septembre 2000. Et on s'est rendu compte en fait que malheureusement, depuis sa mise en place, on peine toujours à satisfaire les besoins en produits sanguins de nos malades. Il y a plusieurs facteurs évidemment qui peuvent expliquer cela. Vous savez très bien que le domaine de la transfusion sanguine n'est pas un domaine attrayant dans le système de santé du Burkina, parce que ceux qui viennent se spécialiser dans ce domaine, ils n'ont pas d'autre choix que de travailler au centre de transfusion, alors que si je suis clinicien, je peux travailler dans les cliniques. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que de façon générale, il y a un problème de management même au sein de cette structure qui fait qu'il y a certains spécialistes formés en transfusion sanguine qui sont sans tâche aujourd'hui, alors que d'autres qui n'ont aucunement la formation de spécialistes en transfusion, en dehors donc de leur diplôme de docteur en médecine, d'autres même qui ont fait d'autres spécialités cliniques, qui se retrouvent à gérer des centres de transfusion pendant que des spécialistes sont là. Est-ce que la gestion, ce n'est pas beaucoup plus du management? Est-ce qu'il faut forcément un spécialiste? Il y a cette question de management, mais pour pouvoir manager, il faut bien maîtriser le domaine. Ça, on ne va pas cracher là-dessus. Voilà. Et à côté de cet aspect, l'un des facteurs qui peut expliquer la pénurie de sang, c'est que les centres de transfusion sont un peu éloignés des populations. Et il y en a qui parcourent par exemple 10 km, 15 km pour se rendre dans les services de transfusion pour faire des dons de sang. Nous proposons en fait qu'on puisse, pourquoi pas, construire au moins un site de don de sang dans chaque arrondissement de Ouagadougou. Il y en a 12, et pourquoi pas à côté de tous les hôpitaux de Ouagadougou. Pendant qu'il faut rapprocher les centres de transfusion des populations, des donneurs, il y a eu donc cette volonté de la direction actuelle de fermer même le site fixe de Passepanga, qui est le site le plus connu et le plus fréquenté par les donneurs de sang. Pour quelle raison? Peut-être pour plaire à des gens dont on ignore les dessins. Il doit avoir forcément une bonne raison. En tout cas, la raison, nous ne la connaissons pas, mais ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas question, en tout cas, que ce site soit fermé, parce que c'est le site le plus fréquenté, c'est le site le plus connu, et il faut qu'on travaille plutôt à construire d'autres sites.
On cherchera à voir justement Voilà. quelle est cette raison, justement. Oui. Alors, on parle ce soir d'éthique dans ce domaine de transfusion sanguine. On a vu aussi du côté de Bobo Dioulasso cette actualité. Vous savez que de plus en plus, l'appel de Centre national de transfusion sanguine est entendu par des sociétés qui essaient donc de jouer aussi leur rôle, leur responsabilité sociale à ce niveau, en appelant donc des citoyens à venir donner leur sang. Donc, on a vu une société de cimenterie qui a appelé justement des donneurs à venir donner du sang avec une forme de motivation, c'est-à-dire que vous donnez votre sang et en retour, vous avez droit à un sac de ciment. C'est une forme de motivation pour encourager les gens à venir donner leur sang. Mais visiblement, ça semble poser un problème d'éthique. Exactement. Nous, quand on a vu ça sur les réseaux sociaux, on est tombé des nues. Mais bon, ce n'est pas forcément ça le problème. Nous allons peut-être profiter de cette antenne pour remercier tous les partenaires qui contribuent à la collecte de sang pour sauver des vies. Mais ce qui s'est passé, il y a eu une faille au niveau même des techniciens de la transfusion sanguine qui devrait quand même bloquer cette pratique-là, parce que c'est motivé. Et quand on prend notre code de santé publique, il est clairement dit au niveau de l'article 257 que le don de sang se fait gratuitement. Le sang est prélevé gratuitement auprès de donneurs bénévoles, volontaires et de façon anonyme. Donc, ce n'est pas forcément de la faute à cette cimenterie de vouloir motiver des donneurs de sang, parce que cette cimenterie aussi veut dire, bon voilà, j'ai contribué à collecter 1000 poches. Mais c'est de la responsabilité du centre de transfusion sanguine de mettre des barrières, de mieux encadrer tous ces partenaires qui aident à la collecte de sang pour que l'éthique du don de sang, qu'est le volontariat, le bénévolat, l'anonymat, le non-profit, soit respecté. Voilà. En quoi ça peut poser un problème, justement? Est-ce que, justement, cette façon de faire, au-delà de cette question de texte, il y a les tests, mais aussi il y a la réalité du terrain qui fait que la pénurie est là. Est-ce que cette façon de motiver aussi ne peut pas encourager justement les gens à donner leur sang? Parce que le plus important, c'est de sauver des vies. Déjà, il faut savoir que notre code de santé publique est clair. Tout ce qui est produit provenant du corps humain n'est pas vendable, entre guillemets. Maintenant, le donneur qui voit un sac de ciment après son don de sang, il aura du mal à dire la vérité sur son état de santé, sur le comportement sexuel éventuellement à risque qu'il a eu. Et donc, pour pouvoir passer cette barrière de l'entretien médical, il va donc cacher certains signes de maladie pour pouvoir avoir le sac de ciment. Il y a un risque pour lui parce que le don de sang n'est pas forcément anodin. Si toutes les précautions ne sont pas prises, on peut donner le sang et puis tomber malade. L'autre risque, c'est que s'il est porteur d'un agent infectieux dans son organisme et qu'il donne le sang sans que ces mesures barrières-là ne soient respectées, il y a un risque qu'il transmette des germes à la personne, au malade qui va recevoir sa poche de sang. Et donc, on travaille. C'est vrai que la question de pénurie se pose, mais il ne s'agit pas d'avoir du sang pour avoir du sang. Il faut avoir du sang de qualité. Et c'est de la responsabilité de tous les agents de santé, surtout des spécialistes de la transfusion sanguine. Et sur cela, il n'y aura pas de demi-mesure. Il faudrait qu'on travaille à respecter les conditions du don de sang. Et si on prend la population de Ouagadougou, nous sommes à peu près 2 millions, 3 millions. La population totale du Burkina, autour de 20 millions. L'OMS estime que si 1% seulement de la population donne le sang, on couvre les besoins. La seule ville de Ouagadougou, avec les 12 arrondissements, on n'a pas besoin de demi-mesure pour les 200 000 poches pour satisfaire les besoins. On a juste besoin de 200 000 poches par an pour satisfaire les besoins du Burkina en produits sanguins. Voilà. D'accord, merci. Alors, on parle de ce deuxième sujet, la polémique de la semaine avec la dernière sortie de la ministre de la Santé à propos donc, de cette affaire de 100 lits
de réanimation commandés, mais qui tardent à venir. Elle a expliqué ça par la conjoncture internationale, la situation de crise sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la commande a du mal à être livrée à cause donc, de ces questions donc, de trafic aérien, etc. Mais aussi, c'est une réalité qu'elle dit, mais visiblement, ça semble ne pas convaincre beaucoup donc, de Burkinabés qui pensent que d'autres pays réussissent à faire entrer leurs commandes, pourquoi pas le Burkina. Mais c'est une réalité, vous êtes de la santé, vous comprenez que la commande publique dans un secteur comme la santé, c'est forcément aussi, ça obéit à des normes aussi, et que c'est compréhensible, non, cette situation de retard? Compréhensible à notre niveau, non, parce que tout ceci va de la motivation des agents de santé. La motivation, ce n'est pas seulement côté financier, mais il y a tout ce qui est condition pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, quand on nous dit que c'est du fait de la fermeture des frontières, à notre entendement, le fret, qu'il soit aérien, terrestre ou maritime, n'est pas fermé. On a quand même des matériels de protection qui rentrent toujours dans ce pays, même si ce n'est pas forcément suffisant. Et si peut-être on avait vu la question sur l'angle de la disponibilité même de ces matériels en lien avec la COVID-19. Oui, mais ça rentre peut-être qu'elle ne s'est pas suffisamment expliquée sur le sujet, mais il y a qu'effectivement, la forte demande au niveau mondial fait qu'effectivement, il semble que des fabricants justement de ces équipements essentiellement, les sociétés européennes et autres chinois ont réquisitionné des usines justement pour leurs propres besoins, si bien que pour les autres pays, visiblement, il faut attendre un peu. Et c'est ça toute la difficulté. Je crois que c'est depuis mars que les commandes ont été lancées. On parle de 100 lits de réanimation électrique livrés, plus accessoires, 80 ventilateurs de réanimation, 100 moniteurs multiparamétriques, 5 radiographies mobiles, 20 fauteuils de réanimation, 20 chariots de transport de malades avec barrières et bouteilles d'oxygène. Voilà un peu toute la commande, mais effectivement, depuis mars, il y a que certains pays, entre guillemets, grands, ont réquisitionné des usines parce que le besoin aussi, ils sont aussi dans le besoin. C'est vrai que pour nos pays, on dira qu'il y a d'autres pays africains qui ont réussi à commander, mais apparemment, il y a certains types de matériel qui sont déjà arrivés, déjà, selon nos informations. Mais il y a d'autres types de matériel, justement, comme celui de réanimation, qui tardent à venir à cause, justement, de cette situation. C'est, je dirais, un petit problème dans un gros problème que nous avons dans notre système de santé. Ça va être difficile de polémiquer sur ces questions de 100 lits qui sont vraiment infimes par rapport aux problèmes que nous avons dans nos systèmes de santé. Mais cette question d'acquisition des lits pose donc le problème de l'anticipation. On nous a dit au début de la crise ici qu'on est suffisamment préparé et que bien avant même que ça n'arrive et que dès que la pandémie arrivera au Burkina, on sera suffisamment préparé. Mais ce que nous disons, c'est qu'il va falloir travailler à mettre en place un autre système d'équipement de nos hôpitaux. Voilà. Par exemple, quand on prend au niveau des passations de marchés publics, la procédure est suffisamment longue, difficile pour les services de santé. Il va falloir alléger ces procédures-là. Et nous-mêmes, au niveau du syndicat, nous proposons aussi qu'il y ait ces systèmes de préqualification. On peut donc identifier, par exemple, à compétition, 3 maisons d'appareils qui vont, donc avec l'accompagnement des sociétés savantes, des utilisateurs, et on fait comme une forme de location et on utilise ces appareils, ces maisons-là installent les appareils avec les maintenanciers. Ça veut dire que l'hôpital ne perd aucun franc pour la maintenance de ces appareils. C'est juste le prestataire qui s'en charge. Et chaque mois ou sur chaque examen, par exemple, le prestataire prélève un certain montant jusqu'à épuisement du prix de son équipement. Ça, c'est une possibilité que nous pouvons proposer. Et il va falloir... C'est possible, ça? C'est tout à fait possible. On peut équiper tous les services de santé à 0 franc.
C'est le prestataire qui vient installer ses équipements et c'est comme dans le système de l'immobilier, une forme de location-vente. Le problème à ce niveau, c'est que par rapport à l'amortissement, justement, est-ce que là aussi on ne risque pas d'avoir des prestations un peu plus coûteuses parce qu'il faut après justement payer? Non, c'est dans un contrat et tous les parties consentent avec des conditions spécifiques. Et la durée d'amortissement peut se faire sur 5 ans, sur 10 ans et régulièrement on met à jour ces équipements-là et les marques de ces équipements, on les met à jour pour permettre toujours de faire appel aux équipements de dernière technologie. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de changer les procédures pour ne pas forcément permettre à des gens d'avoir un peu, mais de permettre aux populations d'être mieux prises en charge sur le plan sanitaire. Avoir les plateaux techniques pour... Et bien sûr, au-delà de ça, il faut qu'on puisse opérationnaliser rapidement l'Agence générale de santé publique pour pouvoir centrer les soins sur les hôpitaux des districts. Il y a également, bien sûr, la mise en place, donc l'implémentation de la pharmacie hospitalière qui, malheureusement, jusqu'à présent, dans certains services d'urgence, les accompagnants sont obligés de sortir, parcourir les pharmacies de la ville pour trouver des médicaments, alors qu'on devrait pouvoir avoir ces médicaments sur place pour prendre en charge les cas les plus urgents sans perdre de temps. Voilà. Merci en tout cas à vous, docteur Savadogo, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Et on rappelle justement que pour ce qui est de cette polémique à propos de la commande, selon nos informations justement, le reste des équipements qui doivent venir justement serait actuellement du côté de Liège en Belgique, et que tout serait en train d'être centralisé à ce niveau. Et l'option maritime aujourd'hui, l'option aérienne aussi, est désormais donc associée à l'option maritime pour très rapidement pouvoir donc envoyer ce matériel qui devrait être normalement livré au plus tard à la fin de ce mois. On espère que dans les semaines à venir, on aura ce matériel. En tout cas, c'est permettre que les autorités sanitaires puissent faire en sorte que la population regagne confiance au système de santé et que nous puissions ensemble lutter contre cette pandémie. Merci, merci encore. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Le Burkina Faso n'est pas un État voyou, c'est un État normal, gouverné par des hommes normaux. C'est le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, qui s'indigne contre les sociétés minières accusées d'être des hors-la-loi. C'est une mission d'information parlementaire dont la restitution a indigné plus d'un député et en premier le président de l'Assemblée nationale. La loi oblige les compagnies minières à verser 1% de leur chiffre d'affaires comme fonds minier de développement local. Non contentes de s'exécuter à ce niveau, des sociétés et non des moindres font la force à la Sonabi, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, et importent directement leur carburant des ports voisins, faisant perdre à la nationale des hydrocarbures environ 62 milliards de francs CFA de 2015 à 2017. C'est une lettre signée de 2010 qui confère cette droiture à la société minière et la représentation nationale demande que ce favoritisme s'arrête. Curieusement, les mêmes sociétés exonérées de taxes au niveau du carburant se retrouvent mauvaises payeuses de la CFE, la contribution financière en matière d'eau. C'en est trop, s'offusque Bala Sakandé. Le Burkina Faso n'est pas un État voyou, un État normal, dirigé par des hommes normaux. Donc on ne peut pas permettre à des sociétés ou à des individus de venir nous narguer chez nous. Et ça aussi, il faut être clair là-dessus. Donc, monsieur le ministre, vous avez le soutien indéfectible de l'Assemblée nationale sur cette question-là. Et nous allons regarder. Nous allons faire des recommandations. Le problème, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas prendre des mesures. Demain, après-demain, même si c'est la prière, nous allons rédiger nos textes et en début de semaine, nous serons là où nous devons y être pour défendre les intérêts du Burkina Faso. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement soutient que même les petits vendeurs d'eau en sachet paient cette CFE après des recours devant les tribunaux où l'État a eu raison. C'est le statu quo. C'est notre patrimoine national, jusqu'à preuve du contraire. Il y a des textes qui accompagnent cela. Donc nous ne pouvons pas comprendre que
des gens viennent ici sur notre territoire pour nous narguer et dire non à des textes que nous-mêmes nous avons volontairement votés. Il y a un problème. Et moi, je pense que s'il y a lieu d'essayer en justice, on doit essayer en justice contre ces sociétés, mais dans le même laps de temps, on prend des mesures conservatoires. Pas d'utilisation de l'eau en attendant une décision de justice. C'est très clair. Et on va regarder. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation des fonds miniers, la problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et l'effectivité du paiement de la contribution financière en matière d'eau a révélé plusieurs irrégularités. C'est pourquoi les recommandations sont allées dans le sens d'organiser des assises dans le secteur afin d'amorcer une bonne gouvernance minière au Burkina Faso. Voilà, des assises sur le secteur minier. On attend de voir. En attendant, sur ce plateau, avec nous, le directeur exécutif de la Chambre des mines du Burkina, M. Bamouni. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation. On vient de voir donc l'élément du Premier ministre assez indigné quand même contre les sociétés minières. On en parle dans un instant. Mais avant, dites-nous, c'est quoi un projet minier? Quelles sont les implications? Merci de l'invitation. Un projet minier, c'est d'abord un projet qui commence par la recherche minière. Et dans cette recherche minière, on investit beaucoup d'argent. Et ce n'est pas évident qu'après avoir investi beaucoup d'argent, on trouve quelque chose. Donc c'est le premier risque. Ensuite, lorsqu'on découvre un gisement, pour le mettre en exploitation, il faut mettre au moins 10 à 20 ans, parce qu'il y a des enjeux économiques. Donc il y a 3 risques. Le risque d'abord de chercher et de ne pas trouver, le risque de trouver et de ne pas pouvoir exploiter parce que les cours ne sont pas bons, le risque d'exploiter et de se retrouver peut-être en pleine exploitation avec des soucis parce que les cours ont chuté. Donc les projets miniers au Burkina, il faut rappeler que si l'on fait l'historique, à l'occasion de la visite du président Pompidou au Burkina en 1974, il avait laissé entendre que le pays du Burkina n'avait pas vocation à être un pays minier, mais plutôt un pays à vocation agricole. Donc il a fallu que des géologues formés dans les universités occidentales refusent cette directive, cette vision des choses, pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement de l'époque et avoir les ressources nécessaires pour faire de l'exploration. Et c'est ainsi que ces géologues, qui ont souvent fait le terrain sans indemnité, ont pu mettre en exergue, ont pu découvrir des indices minéralisés qui sont aujourd'hui exploités par les investisseurs miniers. Entre 1980 et 2000, l'État s'est essayé dans l'exploitation minière avec la mine de Seba, avec la mine de Sakane, avec la mine de Poura. Mais ces 3 mines, l'exploitation s'est soldée par des bilans négatifs. Des liquidations, par exemple, de Soremi, l'État s'est retrouvé avec 19 milliards de francs de dette à rembourser. Donc c'est ainsi que l'État... C'est peut-être parce qu'on n'avait pas l'expérience de la gestion des l'expérience de la gestion, les coûts également. Gestion, tout exactement, il y a tout un ensemble de raisons sur lesquelles on peut revenir. Mais l'État a compris que ce n'était pas son rôle d'exploiter les ressources minières. Il a donc fait appel aux investisseurs. Et les investisseurs sont venus avec le code de 1914, celui de 1994, celui de 1997, celui de 2003 et celui de 2015. Aujourd'hui, nous sommes à 14 mines qui produisent environ 50 tonnes d'or et c'est la seule mine de zinc qui produit 165 000 tonnes d'or. Donc, l'investissement privé aujourd'hui a permis de faire du Burkina Faso un pays minier. Donc, de pays agricole à pays minier aujourd'hui. Avec donc des ressources qui sont générées, avec aussi, parce que vous parlez de capitaux internationaux, mais aussi des capitaux nationaux, non? Oui, la plupart des permis d'exploration sont détenus par des nationaux, mais au niveau de l'exploitation, les mines généralement sont détenues par des sociétés étrangères. On ne sait pas si c'est pour cela que nous sommes un peu, de manière, je dirais, désobligeante, la cible de beaucoup de nos compatriotes, mais ce n'est pas parce que ce sont des capitaux étrangers que les mines peuvent vraiment être mises à l'index à tout moment. Prenons le cas actuellement de la contribution du secteur minier au budget de l'État. Aujourd'hui, c'est 226 milliards de francs CFA par an pour le budget direct. Les recettes fiscales.
Pour les collectivités, c'est 30 milliards de francs CFA. Pour les emplois, on a plus de 11 000 emplois directs. N'en parlons pas de ceux créés par les sous-traitants, il faut les multiplier par 3. Il y a également tout ce que les opérateurs économiques captent par la commande minière. Et justement, dans ce cadre, il faut renforcer leurs capacités pour leur permettre de capter plus de commandes minières. Donc le secteur minier, c'est un secteur important, c'est un secteur dynamique. Aucune part dans le monde, on a vu un pays mettre en développement et exploiter une mine par an. C'est ce qui se passe au Burkina. L'impression qu'on a, c'est que les mines ne contribuent pas assez au développement. C'est ce que les Burkinabés pensent. Oui, mais les mines... En dépit de ce que vous avez annoncé comme recette, on pense qu'on peut avoir mieux que ça. On peut avoir mieux que ça, mais les mines respectent le code minier. La question principale, c'est bien ça justement. Vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale, vous avez peut-être feuilleté le rapport de la mission d'information parlementaire sur les mines. Et ce qui ressort, c'est que les mines seraient des hors-la-loi. Non, il n'y a pas de réticence à payer aucun impôt ni aucune taxe. Il y a plus de 20 impôts et taxes qui sont payés régulièrement par les mines aujourd'hui. 20 impôts et taxes. Les questions, je pense, qui sont en suspens, ce sont les questions concernant le Fonds minier de développement local et la contribution financière en matière d'eau. La CFE. La CFE. Ce sont des questions qui ne datent pas d'aujourd'hui. Pour nous, c'est un héritage collectif. Collectif entre l'administration et les compagnies minières qu'il faut solder au mieux des intérêts de toutes les parties. Et justement, pourquoi les mines ont du mal à se plier au texte concernant justement la CFE et puis cette question aussi de carburant qui serait commandé pas avec la Sonabi. L'impression justement que ça donne, c'est que les mines veulent travailler en dehors des textes du pays. Concernant le Fonds minier de développement local et la CFE, il faut se rendre compte que entre le vote de la loi et la mise en place du décret d'application, et après l'arrêté ministériel d'application, il s'écoule un certain temps. Ce n'est ni de la faute des compagnies minières, ni la faute de l'État. Ce temps, il est de 2 ans entre le code minier qui date de 2015 et le décret d'application qui date de 2017. La faute à qui alors? Je ne saurais vous le dire parce que l'État, c'est une continuité. C'est vrai que les hommes changent, mais l'État, c'est une continuité. Et ce n'est pas les compagnies minières qui font les lois. Donc la faute à l'État? Je ne le dirai pas. Deuxièmement, il faut se rendre compte qu'il y a des textes qui ont été pris en contradiction flagrante de certains textes qui ont pris précédemment, qui font que la mise en œuvre de ces textes pose problème. La question justement, elle est là. Est-ce que les conventions que les mines, je veux dire surtout les mines de première génération, ont avec l'État, est-ce que cette convention est au-dessus du code minier? Les mines qui ont signé des conventions en 2003 ont bénéficié d'une clause de stabilité de leur convention pendant toute la durée de l'exploitation. En 2015, il y a eu le nouveau code avec le Fonds minier de développement local. Et ce code disait que le Fonds minier de développement local, toutes les mines doivent être assujetties. Et celles qui avaient une convention avec une clause de stabilité, on souhaitait qu'il y ait des discussions. Parce que lorsque on change les règles au cours du match, il faut discuter. Et ces discussions ont eu lieu. Et c'est l'occasion peut-être de remercier le ministère et l'administration qui ont mis en place les instruments de discussion. Et ces discussions ont permis d'opérationnaliser le Fonds minier de développement local. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2020, le Fonds minier de développement local est opérationnalisé. Avec paiement... Les arriérés, oui, les arriérés seront payés, mais à partir du 1er, toutes les mines payent le Fonds minier de développement local. C'est un fonds qui est liquidé lorsque la mine fait la coulée de l'or. Les bulletins de liquidation sont immédiatement faits et la mine paye le Fonds minier de développement local. Concernant la CFE, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons également que la CFE, qui a été mise en place après 2003 et qui ne concerne pas les mines de première génération, puisse faire l'objet de compréhension mutuelle, de discussions constructives pour arriver à un accord comme celui du Fonds minier de développement local. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, que le Fonds minier de développement local, s'il est opérationnalisé, c'est le résultat de discussions et de dialogue. Le même résultat peut être obtenu avec la contribution financière en matière d'eau. Et il n'y a pas si tard que cela, nous n'avons jamais rompu le dialogue avec l'administration.
Et il n'y a pas longtemps, nous avons encore pris langue avec l'administration pour discuter. Et nous espérons que d'ici fin juin, on va opérationnaliser aussi la contribution financière en matière d'eau. Alors, cette question de carburant importé, pas avec la Sonabi par exemple, ça donne l'impression que... Disons qu'en 2010, lorsque la mine de Sakane a été mise en exploitation, la Sonabi ne disposait pas de moyens, de capacité de stockage et d'importation du fuel lourd qu'utilise cette mine. Donc, la mine a obtenu, et ça c'est légal, une autorisation d'importation directe auprès des ports. C'est ce qu'on appelle la droiture. Elle a obtenu ça. Mais aujourd'hui, si la Sonabi est en mesure de commander et de stocker ce carburant, il est normal qu'elle prenne langue avec la mine de Sakane et de discuter. C'est une question de discussion. Je pense que ce n'est pas une réticence, ce n'est pas un refus. Dans toute chose, il faut discuter. Mais selon le rapport de la mission d'information parlementaire, la mine aurait dit qu'aujourd'hui, la Sonabi aurait dit qu'elle est en incapacité. C'est-à-dire la Sonabi a fait son aveu d'impuissance face à la mine. Et c'est cela qui fait qu'on a l'impression que les sociétés minières ont plus de pouvoir que l'État. Non, les sociétés minières n'ont pas plus de pouvoir que l'État, sinon elles ne signeraient pas de conventions avec l'État. Lorsqu'elles viennent et qu'elles veulent investir et s'adressent à l'État, elles signent des conventions avec l'État, ce qui veut dire qu'elles veulent respecter les règles et les lois de l'État. Donc ce n'est pas en cours de route qu'elles vont se rétracter. Chaque fois qu'il y a un problème avec les sociétés minières, je pense que ça mérite discussion, parce que ce sont des partenaires. Et lorsque vous avez un problème avec un partenaire, on le met sur la table, on discute et on trouve des solutions. C'est ce que nous souhaitons. D'accord. Alors, sur la question justement du Fonds minier de développement local, il y a cette question de déductibilité de la RSE, par exemple. Non, ce n'est pas une déductibilité de la RSE. Je vous ai dit tantôt que le Fonds minier devait être mis en application à partir du décret d'application qui date de janvier 2017. Et lorsque nous avons terminé les discussions en 2019, on a considéré que si le Fonds minier est opérationnel depuis 2017, toutes les réalisations faites à la demande des populations, des communes, dans les régions minières, devaient normalement être réalisées par le fonds minier s'il était en place. Mais comme il n'est pas en place, certaines compagnies minières ont fait ces réalisations. Donc ce qu'elles souhaitent, c'est que ces réalisations soient déductibles de leurs arriérés. Et avant de les déduire, elles vont présenter ces déductions auprès des collectivités qui vont les valider. Ce n'est pas la société minière qui dit « j'ai fait une école, déduisez-moi », non. J'ai fait une école, elle a coûté 15 millions, je demande à la collectivité de dire si oui ou non, c'est vrai, l'école existe, et si, effectivement, on peut déduire. Si la collectivité dit oui, on déduit. Voici le problème de la déduction. Et comme je dis, je n'aime pas le terme compromis, je pense que c'est une compréhension mutuelle. Si l'État reconnaît que les conventions signées en 2003 détiennent une clause de stabilité et qu'il y a un impôt qui n'est pas, que les mines estiment qu'elles ne sont pas assujetties, il faut discuter. Donc, dans une discussion de ce genre, on ne peut pas être totalement satisfait. L'État ne peut pas être totalement satisfait, les compagnies minières aussi ne peuvent pas totalement être satisfaites. Donc, c'est un compromis pour avancer. Et c'est ainsi qu'on a pu débloquer le Fonds minier de développement local en signant un protocole entre l'État et les compagnies minières pour qu'il soit opérationnel à partir de janvier 2020. D'accord. Donc, pour le fonds minier, c'est opérationnel. Plus de soucis à ce niveau. C'est la question de la CFE qui est en discussion, si je comprends bien. Oui. On espère aussi que d'ici la fin du mois de juin, si toutes les parties sont d'accord pour avancer, on devrait trouver une solution définitive à cette préoccupation. Donc, il n'y a pas de refus de payer. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas de réticence. Il y a des problèmes, il y a des incompréhensions. Et quand cela arrive, il faut discuter. Et nous pensons que la discussion, le dialogue, c'est vraiment la clé du succès dans les rapports entre l'État et les compagnies minières. Quand vous écoutez les parlementaires qui ont fait la mission, j'ai l'impression que les mines, justement, ne veulent pas dialoguer. C'est une sorte de fermeture. Ce sont des boîtes fermées qui ne veulent pas voir, vous ne voulez pas qu'on jette un coup d'œil dans le fonctionnement. Et ils ont même parlé d'arrogance. C'est une impression. Je ne sais pas si ce sont les acteurs qui sont arrogants ou si c'est la compagnie minière qui est arrogante, mais ce mot nous paraît pas... C'est assez fort? Oui, pour moi, je trouve que c'est assez fort. Discuter, proposer que l'on discute, si c'est cela qu'on appelle de l'arrogance,
Je ne sais pas. Quand on vous envoie, par exemple, des demandes et qu'il n'y a pas de réponse, par exemple? Ça, c'est autre chose. Et ça doit être considéré pour la mine en question, à laquelle on a envoyé une demande et qui n'a pas réagi. Dans cette enquête, cette mission d'information, nous, au niveau de la Chambre des mines, nous avons reçu des requêtes, nous avons répondu. Nous avons même contacté les compagnies minières pour qu'elles nous envoient leurs réponses et nous avons fait un document que nous avons envoyé à la mission d'information. Et là, nous n'avons pas eu le rapport de la mission d'information, nous l'avons tous appris à la télé comme tout le monde. Donc je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas quelle est la mine qui a été arrogante. Vous n'avez pas le rapport? Nous ne l'avons pas reçu officiellement. Voilà. D'accord. Alors, l'autre question qui revient, c'est qui sont les propriétaires de nos mines, justement? Oui, votre question, elle a du sens. Elle a du sens parce qu'il y a deux raisons légitimes. La première raison, c'est la fiscalité. On veut savoir si la société minière est régulièrement constituée ou si elle est dans un paradis fiscal pour des questions de fiscalité. La deuxième raison légitime, c'est des questions de sécurité. On veut savoir à qui on a affaire pour la sécurité économique du pays et pour le pays lui-même. Mais pour cela, je peux vous dire que toutes les compagnies minières qui sont installées au Burkina sont des filiales de sociétés mères qui sont cotées dans toutes les bourses, que ce soit Londres, Toronto, New York. Ce sont des sociétés mères qui sont listées dans ces bourses et vous pouvez le vérifier. Qui est l'actionnaire de ces sociétés? Vous pouvez aller sur les sites de ces sociétés et vous allez voir la liste des actionnaires. IAM Gold et Sakan, par exemple, a plus de 6 millions d'actionnaires. Même le PDG ne connaît pas tous les actionnaires. Vous comme moi, ou M. Siakas, s'il a de l'argent, il peut aller acheter des actions de Sakan sur la bourse. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc, ces propriétaires, il y a de la transparence, ils ne sont pas cachés. C'est pour toutes les mines? Pour toutes les mines. Peut-être ceux cotés en bourse, mais pas tous, pas toutes les mines qui sont... Mais la plupart des mines qui opèrent ici sont cotées en bourse. D'accord. Alors, parce que quand on dit ça, parce que les Burkinabés ont l'impression que quelque part, il y a des liens avec les politiques qui parfois se retrouveraient actionnaires dans les sociétés minières. Et c'est ce qui fait que les politiques ont du mal à faire appliquer la loi vis-à-vis des mines. Mais il n'est pas interdit à un Burkinabé d'être actionnaire dans une mine, fût-il politique ou je ne sais quoi. Donc, si vous allez, comme je dis, sur les sites des mines, vous découvrirez la liste des actionnaires, vous verrez s'il y a des hommes politiques dedans. Moi, je ne peux pas le confirmer. Pour les nationaux, avec la possibilité aussi d'avoir des prête-noms, ça existe aussi. Hein? Ça, je n'ai pas fait d'enquête, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Seka Coulibaly, vous avez, au niveau de la société civile, par moment travaillé sur ces questions minières. Ça reste une préoccupation majeure. Les Burkinabés ont l'impression qu'ils ne profitent pas assez des retombées des mines. Ou ça reste juste une impression, ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication sur l'apport des mines, justement? Oui, merci de poser ces questions. Effectivement, et quand vous écoutez, par exemple, des autorités au plus haut niveau, comme le président du Parlement, qui en vient justement à s'indigner de la sorte contre les sociétés minières, bon, les populations se disent, mais même si le président de l'Assemblée, en arrive à être indigné face aux sociétés minières, ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je perçois de cette question, c'est que c'est un sujet qui n'est pas épuisé. Parce que nous n'avons pas encore le contenu du rapport, nous ne savons pas quels sont les points qui ont justifié le courroux du président de l'Assemblée nationale. Nonobstant les explications délivrées par M. Bamouni ici, il devrait y avoir des raisons pour lesquelles, à tort ou à raison, le président de l'Assemblée rentre dans cette colère-là. Pour ma part, ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, il y avait des préoccupations portées par certaines organisations de la société civile. C'était notamment la question du fonds de développement local, qui était celui qui aurait permis de combler cet aspect d'appropriation des populations, des mines qui sont sur leur territoire, par exemple, à travers les collectivités. Donc cette question, effectivement, elle a longtemps été mise en difficulté. En 2015, le débat a longuement achoppé pendant le CNT sur 0,5% ou 1%. Finalement, les 1% ont été retenus. Mais l'application, à mon avis, avait quand même mis du temps. Heureux d'entendre dire que, enfin, en janvier 2020, cet instrument est en vigueur. Si les autres instruments également en arrivent à être appliqués, je pense que nous aurions beaucoup gagné dans l'application de l'appropriation que les populations peuvent faire des mines
qui sont sur leur territoire. Ceci dit, il y a encore du travail à faire pour le suivi de l'effectivité de cette manne que les mines génèrent et que les populations aimeraient bien voir arriver également dans leurs revenus, leur pouvoir d'achat, etc., etc., ne serait-ce qu'au niveau des communes dans lesquelles se déroulent les exploitations minières. Ce serait important également que les mines puissent communiquer suffisamment sur tout ce qui est fait, notamment en matière de RSE, pour dire que, en fin de compte, il y a des réalisations qui sont effectuées et que ces réalisations s'élèvent à tel montant et que telle ou telle commune en ont bénéficié, telle ou telle catégorie de population en ont bénéficié ou pas, etc., etc. C'est l'intérêt de la mine de faire de la communication sur la RSE. J'ai aussi travaillé personnellement sur la question de la RSE. À l'époque, on n'avait pas suffisamment de données. On avait même mis en place un prix RSE qui concernait 7 mines et qui était délivré à celles qui avaient le plus de réalisations à la matière. Et à ce moment, on peut dire que ce n'était pas tellement positif, mais maintenant que des informations nouvelles arrivent, il serait important qu'il y ait de la communication là-dessus pour qu'on puisse harmoniser. Cela n'évacue pas toute la problématique, parce que, au vu de l'agitation constatée au niveau du Parlement, c'est possible qu'il y ait encore des zones qui nécessitent qu'on s'interroge sur la réalité de cette exploitation minière, parce que le Burkinabé a un sentiment d'injustice que des étrangers bénéficient des ressources du sous-sol de ces pays-là, alors que tout à côté, les riverains n'ont même pas d'eau potable, n'ont pas d'école, n'ont pas de dispensaires, etc., etc. Je crois que ces déficits gagneraient à être comblés rapidement, même s'il faut de la communication. Je crois que les mines ont intérêt à le faire pour au moins combler le déficit de connaissances sur ce qu'elles font ou pas. Est-ce que le fonds minier signifie la fin de la RSE? Non. Non. À mon entendement, non, parce que la RSE, c'est une valeur pour les entreprises, une valeur pour redistribuer la richesse. Je crois. Et c'est des éléments différents. Cela n'empêche pas les entreprises de continuer à faire de la RSE. Diminution quand même du budget de la RSE. Bien sûr, si on paie le fonds minier, il faut s'attendre à ce que la RSE n'ait plus le même budget. Voilà. Mais je pense qu'elles n'arrêteront pas de faire de la RSE. Voilà. Ça va continuer. Au passage, en matière de TVA, il semble que l'État vous doit. Justement, lorsqu'on parle de négociation et de discussion, c'est justement pour tous ces problèmes. Aujourd'hui, l'État doit aux sociétés minières, à la date du 28 avril 2020, 118 milliards de francs de TVA, de crédit de TVA qui n'est pas remboursé. Nous avons donc marqué notre inquiétude et nous avons été reçus par l'administration qui nous a fait savoir qu'aujourd'hui, avec le Covid-19 et également le terrorisme, les besoins de trésorerie de l'État se sont amplifiés, ce que nous comprenons très bien. Donc, on nous a fait une proposition, et cette proposition consiste à consolider ces crédits de TVA en une dette contractuelle entre l'État et les compagnies minières avec une maturité de 5 à 7 ans. Nous sommes en train d'étudier la question pour répondre à l'administration. Mais en entendant ce que nous souhaitons, c'est que l'on puisse prendre, et si cela est possible, dans la loi de finances 2021, une décision pour arrêter de payer, suspendre la TVA à la porte. Parce que les compagnies minières paient la TVA au cordon douanier, mais elles doivent être remboursées. Et comme l'État ne peut pas les rembourser, il vaut mieux arrêter l'hémorragie en prenant les dispositions pour que exonérer les compagnies minières de ce paiement à la porte. Ça se passe dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, où la TVA au cordon douanier est exonérée pour les compagnies minières. L'autre question, c'est qu'on dit que l'État ne gagne que 10%, parce que c'est la part de capital de l'État. L'État ne gagne que 10%, ce sont les parts de l'État, et ça c'est le fait de la loi. C'est le code minier qui le dit, que l'État a 10% dans le capital des compagnies minières. Mais ces 10% ne sont pas diluables. C'est-à-dire que si demain la compagnie minière augmente son capital, même si l'État ne participe pas, l'État garde toujours ces 10%. Et l'État a droit à 10% du résultat net bénéficiaire si la compagnie fait du bénéfice. Donc ce n'est pas seulement les 10% de résultats bénéficiaires, mais avant le résultat bénéficiaire, l'État bénéficie des impôts qui sont payés, des impôts et taxes qui sont payés continuellement. Quand on prend les royautés c'est quoi? En termes clairs, c'est la part du roi. Le roi État, lorsqu'on coule l'or, il a droit
a une part. Il aurait même pu prendre cette part en or. Mais les bulletins de liquidation sont émis juste après la coulée de l'or pour qu'on paye la part de l'État. C'est ce qu'on appelle la royauté. Aujourd'hui, avec le cours de l'or qui est à $1 700, cette part est de 5%. Donc, l'État continue de recevoir cette part. Et ce n'est pas seulement ça. Effectivement, si l'on considère que les taxes et les impôts, on se dit que ce n'est pas suffisant. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que le secteur minier profite à l'économie du pays par aussi les commandes que les miniers peuvent donner à nos nationaux, à nos opérateurs nationaux. Il faut développer de l'expertise à ce niveau. Il faut développer de l'expertise, il faut renforcer leurs capacités, il faut mettre en place un cadre national de renforcement de leurs capacités pour leur permettre de pouvoir avoir accès aux commandes minières et augmenter leur part. Il y a une étude qui a été faite en 2017, il n'était qu'à 14-15% des commandes minières. Tout le reste vient de l'extérieur. C'est vrai que nous ne sommes pas un pays industriel où on peut trouver tous les produits, mais petit à petit, on devrait pouvoir capter plus. Je pense qu'au Ghana voisin, ils sont à 40%, mais on ne peut pas comparer parce qu'ils ont un siècle d'histoire minière. Nous n'avons qu'une décennie, et 14%, c'est peu, mais ce n'est pas si mauvais. On peut même développer des petites unités industrielles, bien sûr, uniquement dirigées. Exactement. Tout cela rentre dans le renforcement de leurs capacités. Par exemple, il y a des boulets de broyage qu'on utilise dans les broyeurs. Pourquoi ne pas les fabriquer ici? C'est possible peut-être de mettre en place des unités pour les fabriquer. Et même s'ils ne sont pas de si bonne qualité que ceux importés, petit à petit, nos opérateurs pourront améliorer leur qualité. C'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, on aura compris votre position. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, vous respectez les textes du pays. C'est ce que vous voulez nous dire. Bien sûr, bien sûr. Nous respectons nous sommes des compagnies citoyennes, nous respectons les textes du pays et nous pensons que chaque fois qu'il y a une incompréhension, le mot d'ordre pour nous, c'est de discuter, de se comprendre mutuellement et de trouver. Parce que le secteur minier, c'est un secteur nouveau. Il n'a qu'une décennie et on ne peut pas tout comprendre. C'est un apprentissage mutuel. Donc, il faut accepter que l'on apprenne ensemble et que l'on puisse avancer ensemble. Mais donc, comment vous appréciez un peu le discours de l'autorité? On a vu tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, mais au-delà, c'est parfois aussi un discours qui tend justement à sortir de sa responsabilité pour dire justement que le problème, ce sont les mines. Non, je ne me permettrai pas de commenter le discours du président de l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les mines ne sont pas réticentes pour respecter la loi. Et lorsqu'il y a des problèmes pour respecter la loi, ce qu'elles souhaitent, c'est que l'on puisse dialoguer. Et c'est le dialogue constructif qu'on peut avoir le succès. Et cela s'est fait avec le Fonds minier de développement local. Donc c'est un exemple, c'est un succès que nous célébrons. D'accord. Vous êtes d'accord pour l'idée, par exemple, des assises? Pourquoi pas? On n'est pas opposé à des assises. S'il faut discuter, s'il faut apporter des arguments pour aller de l'avant, je pense que nous sommes partants. Merci, Monsieur Toussaint Bamouni. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Chambre des mines du Burkina. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. Vous restez avec nous pour la suite donc, de ce 7 Info. Demain, la reprise des cours. Le gouvernement semble décidé à sauver l'année scolaire pour les élèves des classes intermédiaires. Ce sont les vacances. La pandémie du coronavirus aura eu raison de l'année académique 2019-2020 au Burkina Faso. Pour le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire, l'année scolaire est terminée, sauf les classes d'examen. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce 27 mai. Concernant les mécanismes de passage en classe supérieure, les élèves du CP1, CE1 et CM1 passent directement en classe supérieure. Pour les CP2 et CE2 et les autres classes intermédiaires du post-primaire et du secondaire, le passage se fera sur la base de la moyenne la plus élevée, obtenue lors des 2 trimestres. Pour les CP2, les CE2 et les CP2 et les CE2, puisque le CM2 c'est une classe d'examen, donc eux ils feront l'objet d'appréciation d'une moyenne. Comme au post-primaire et au secondaire pour toutes les classes intermédiaires. Donc les CP2 et les CE2 et les classes intermédiaires des enseignements post-primaires et secondaires, donc l'année scolaire est considérée comme validée. Et
pour l'appréciation du passage des élèves, le gouvernement donc a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. Donc ça voudrait dire que si vous avez 9 de moyenne au premier trimestre et 10 de moyenne au second trimestre, c'est un exemple que je donne. Donc la moyenne retenue, c'est 10 de moyenne et vous passez en classe supérieure. Le gouvernement a décidé qu'aucun élève ne soit renvoyé pour insuffisance de résultats. Par contre, ils peuvent l'être pour des faits d'indiscipline, entre autres. Pour les classes d'examen, les cours reprendront effectivement le 1er juin comme prévu et prendront fin le 11 juillet. Les dates d'examen sont aussi fixées. Les BEP et les BEPC, donc à partir du 14 juillet, et le baccalauréat, qu'on ne peut pas organiser en même temps que le BEPC, donc se tiendront, le baccalauréat, donc la session du baccalauréat se tiendra à la fin de la session du BEPC, qui lui prend fin le 28 juillet, et donc tenant compte donc, de la fête de la Tabaski, donc on a proposé, et le gouvernement a adopté, que donc le baccalauréat puisse commencer le 3 août donc, 2020 pour se terminer le 27 août 2020. La rentrée académique 2020-2021 interviendra le 1er octobre prochain. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, 3 agents ont été révoqués de la fonction publique pour fait d'indiscipline. Il s'agit de travailleurs de ce ministère qui avaient empêché et agressé physiquement leurs camarades, estimant que ces derniers n'ont pas respecté un mot d'ordre de grève. Le Conseil des ministres, au regard du motif, a décidé donc de la révocation des 3 personnes. Je crois aussi que la justice est là pour être usitée et que ce n'est pas pour autant qu'on doit dire non. Les acteurs, s'ils estiment qu'ils ont été bafoués dans la procédure, ils iront devant la justice. En ce qui concerne les communiqués qui circulent sur les réseaux sociaux sur l'éventuelle levée du couvre-feu, le gouvernement apporte un démenti. Le couvre-feu est toujours en vigueur, a réaffirmé le ministre de la Communication. Du côté des organisations syndicales de l'éducation, on a des inquiétudes et des exigences. C'est fait. Le gouvernement burkinabé a trouvé sa méthode pour valider l'année scolaire 2019-2020. Et les classes intermédiaires des enseignements postprimaires et secondaires, donc l'année scolaire donc, est considérée comme validée. Et pour l'appréciation du passage des élèves, le gouvernement donc a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. C'est la pire des décisions, retoque la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Pour nous, c'est la pire d'entre les solutions qui existaient. C'est la plus catastrophique. Ce que le Conseil des ministres vient de faire constitue un recul grave du point de vue de la qualité de notre système et du point de vue de l'équité entre les apprenants. Et pour étayer ce qu'il qualifie premièrement de problème d'équité entre les apprenants, Souleymane Badiel a ses arguments. Vous avez donc un élève qui a obtenu au premier trimestre 10 de moyenne et au second trimestre, il a joué à l'école missionnaire, etc. Il s'est retrouvé avec 4 de moyenne. Et lui, du fait qu'il ait eu 10 au premier trimestre, il va passer en classe supérieure. Par contre, vous avez son camarade de même classe qui, au premier trimestre, a eu 7 de moyenne et qui s'est rendu compte qu'il avait des efforts à fournir et qui a fourni effectivement des efforts. Et au second trimestre, il a eu 9 de moyenne. D'un point de vue professionnel, l'effort de ce dernier-là, généralement, est récompensé positivement. Mais il se trouve qu'avec la décision actuelle du gouvernement, lui, il va reprendre sa classe pendant que l'autre qui a eu 4 de moyenne, il va passer en classe supérieure. Deuxièmement, le problème de la qualité de l'enseignement pour lui viendrait du nombre de mois de cours effectués. L'école a démarré pour les plus chanceux le 1er octobre. Et depuis le 16 mars, le 14 mars, la grande majorité des élèves qui sont dans les classes intermédiaires sont à la maison. Ils vont attendre le 1er octobre prochain. Ça signifie qu'ils restent à la maison 6 mois et demi.
vous prenez un enfant du CP1 qui est resté chez lui 6 mois et demi et vous le mettez au CP2, objectivement, il n'aura aucun niveau pour affronter la classe du CP2. Il y a donc danger à l'horizon pour le système éducatif burkinabé, selon la F-Synthé. On a donc, par cette décision-là, programmé l'échec massif de ces promotions-là dans au plus 1 an, 2 ans et les autres années à venir. Mais pour l'heure, le gouvernement, lui, a déjà trouvé des dates pour les examens de fin d'année. Les BEP et les BEPC, donc à partir du 14 juillet, et le baccalauréat, tenant compte donc de la fête de la Tabaski, donc on a proposé et le gouvernement a adopté que donc le baccalauréat puisse commencer le 3 août donc 2020 pour se terminer le 27 août 2020. Il n'y a aucune raison qu'on veuille justement que ce soit une partie des élèves ou une partie des étudiants qui soit sauvée et que la grande majorité là soit laissée sur le carreau. Ça ne peut pas être un acquis de notre point de vue. Du reste, ceux qui vont faire les examens, mais ceux qui vont faire le CEP, ils vont aller en classe de 6e. C'est dans quelles conditions? C'est autant de paramètres qui ne sont pas analysés convenablement dans cette décision-là. Du côté de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, secondaire et supérieur du Burkina, la décision du gouvernement doit être accompagnée pour sauver l'année académique. Notre rôle en tant que parents d'élèves et d'étudiants, c'est d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de reprise, de réouverture des classes. Si l'UNAPSB est prête à accompagner la décision de réouverture des classes, la F-Synthé, elle, a des préalables. Préalables pour lesquels le syndicat confirme avoir rencontré Stanislas Waro, ministre en charge de l'Éducation nationale. Le ministre nous a demandé à nous rencontrer le 5 mai pour mieux comprendre, effectivement, pour, dit-il, mieux comprendre nos préalables. Nous lui avons expliqué de long en large. Il a dit qu'il a très bien compris, qu'il a pris note et qu'il va rendre compte au gouvernement et nous revenir. Jusque-là, à la date où je vous parle, il ne nous est pas revenu. On a suspendu des salaires de centaines de travailleurs. Quand nous sommes montés au créneau, le gouvernement s'est contenté de régler cette question pour moins de 100 d'entre de ses camarades-là, sur plus de 700. La question que nous avons posée au ministre quand nous l'avons rencontré, c'est d'abord, qu'est-ce qui a justifié ces suspensions-là? Nous n'avons pas eu de réponse. Deuxième question, qu'est-ce qui a justifié et motivé le gouvernement pour qu'il en vienne à rentrer dans les plus de 700 travailleurs pour régler la situation de moins d'une centaine d'entre eux et laisser les autres? Il ne nous a pas donné de réponse. Autant d'interrogations auxquelles les différents acteurs devront trouver des réponses concertées pour un achèvement serein de l'année académique en cours. Bonaventure Zoundi, secrétaire général adjoint de la coordination nationale des enseignants du PGN, le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Vous vous en souvenez, en 2016, l'État a recruté 4200 enseignants avec un salaire de 100 000 francs CFA, des enseignants de niveau 2. L'objectif pour le président du FASO, c'était de réduire le chômage. 3 ans après, quelle est la réalité de la situation? On en parle donc avec le secrétaire général adjoint de la coordination nationale des enseignants du PGN. Bonsoir, monsieur Bonaventure Zoundi. Bonsoir, monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Visiblement, des problèmes au niveau donc de ce programme. Mais avant, quelle est la situation aujourd'hui des enseignants du PGN? Ok, merci à vous pour la parole que vous nous donnez ce soir. Bon, il faut dire que les PGN actuellement sont à 3 promotions. Et la promotion de 2016, la promotion de 2017 et la promotion de 2018. Alors, les 2 dernières promotions sont actuellement en cours de contrat. Voilà, donc ils sont autour de 3000. Voilà.
Et maintenant, la première promotion qui a fini depuis octobre 2019 a subi un concours. Donc, on l'a soumis à un concours dans le but de son intégration. Et à l'issue de ce concours, sur 1520 personnes, voilà, donc au début du programme, à leur lancement, alors la première promotion était à 4200 enseignants et à la fin, nous sommes à 1520 enseignants qui devraient prendre part à ce concours. Parce que il faut dire que c'est ce qui est stipulé aussi dans le contrat de départ, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et il était question qu'à la fin des 3 ans, pour ceux qui le souhaitent, il y a un concours avec une certaine spécificité qui devait être organisé. Exactement. Je précise ici que dans le contrat en question, on n'a jamais parlé de concours. Et le contrat fait cas d'un mécanisme spécifique qui sera mis en place à cet effet. Et quand vous parcourez bien le contrat, on n'a pas fait cas d'un concours. Et il y a une question de mécanisme spécifique d'intégration dans la fonction publique. Oui. Mais il est clair que pendant des années, vous avez effectivement manifesté pour demander votre intégration directe à l'issue justement de ces 3 ans dans la fonction publique, ce que le ministère a toujours rejeté. En parlant justement de ce mécanisme spécifique. Et finalement, ce mécanisme spécifique s'est avéré être un concours justement. Oui, il faut dire qu'à l'approche de la fin de notre contrat, ça veut dire en 2019, alors nous avons approché le ministère puisqu'on ne sentait pas venir ce mécanisme-là. Au début, pendant notre formation au niveau des écoles professionnelles, on nous faisait savoir qu'on allait avoir la visite des inspecteurs sur le terrain qui allaient venir certifier notre passage pour pouvoir valider notre intégration. Mais jusqu'à ce qu'on termine, on n'a pas vu cette validation. C'est vrai qu'il y a des inspecteurs qui sont passés, mais c'est juste pour vérifier la faisabilité, donner des conseils, mais ce n'est pas dans le cadre du processus en question. Mais il est clair qu'il vous a été précisé que le mécanisme spécifique devrait vous permettre d'être intégré ou pas. Tout à fait. Ce mécanisme spécifique devrait pour le gouvernement, ce mécanisme, c'est ce concours. C'est ce qu'ils ont dit à la fin. C'est ce qu'ils ont dit. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord à ce niveau jusqu'à ce qu'on nous dise, bon, allez-y, bon, c'est les formalités, on va tout faire pour que ça puisse aller. Qui vous a dit que ce sont juste des formalités? Bon, c'est au moment de la composition, nous avons approché nos aînés, les gens. Parce que pendant longtemps, le ministère a été clair. Oui. Voilà, votre intégration ne sera pas systématique. Tout à fait. Il y aura ce mécanisme. Tout à fait. Et ce mécanisme qui se termine par un concours direct ordinaire que nous rejetons. Pas ordinaire, parce que c'est spécifique, parce que vous avez composé entre vous. Quand vous prenez les sujets qui nous ont été administrés, quand vous prenez les sujets qui nous ont été administrés, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune différence avec les sujets administrés pour les professeurs qui postulent pour le concours direct en CAPES ou en CAP-CEG. Vous êtes des enseignants pour un concours. Oui, je suis d'accord, mais nous ne sommes pas tombés du ciel comme ça. Nous avons suivi des formations de 3 mois au niveau des écoles professionnelles et nous avons fait 3 années sur le terrain. Nous ne sommes pas descendus du ciel comme ça. Et nous avons suivi d'abord, avant même qu'on aille à la formation, on a été recrutés. Il y a eu des gens qu'on a rejetés. Est-ce qu'avant d'aller au concours, on vous a dit que les sujets allaient porter, par exemple, sur... À notre compréhension, quand vous regardez bien le communiqué, quand vous regardez le communiqué de lancement du concours, ça sous-entend que ça devrait respecter un certain nombre de choses. Alors, celui qui n'a pas enseigné, par exemple, dans une discipline donnée, ne peut pas aller composer dans cette discipline. Donc, ça sous-entend que, normalement, les sujets devraient être dans la logique de la discipline, sur le terrain. Donc, des sujets de type didactique. Et nous avons été vraiment surpris, le jour même de la composition, de se rendre compte que c'est des sujets académiques qui nous ont été servis. C'est un concours, vous devez vous attendre à tout. Justement, mais un concours qui n'est pas comme les autres concours. C'est là sa spécificité. On n'a pas vu la spécificité ici. Vous avez quand même des niveaux au moins de quand vous prenez le profil du recrutement au début, nous avons eu... La condition était de quoi? D'avoir le bac plus 2 années à l'université. Tout le monde respectait ces conditions. Et à l'intérieur, il y a des filières diversifiées
qui pouvaient prendre part à, par exemple, je prends la discipline mathématiques, physique, chimie, mathématiques, SVT, les filières scientifiques, et même dans les filières littéraires. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas fait de la formation académique à ce niveau, il vient se retrouver en face de lui un sujet typiquement académique, en ECA par exemple, composé en chimie. Vous voyez qu'il ne peut même pas s'en sortir, c'est pas possible. Mais, en chimie à l'université, oui. Il y a des admis. Il y a des admis, mais à quelles conditions? Par exemple, en maths, maths SVT, 9 admis. Voilà, 9 sur combien? Sur 272. Sur 272. En maths, physique, chimie, il y a 11 admis sur 252. Ce qui est vraiment lamentable pour des professeurs, pour des gens qui ont donc, de façon globale, 20 admis pour les matières scientifiques sur 504 adjuvés, 3% d'admis, je vois. C'est des résultats mais par contre, pour les séries littéraires, par exemple, oui. Français, histoire, géographie, on est à 496 admis sur 582. Exactement. Français, anglais, 295 admis sur 377, ça veut dire que ça va. Alors, il faut dire que nous sommes vraiment satisfaits. Dans les matières techniques aussi, 27 admis sur 38. Oui, il n'y a pas de problème. Justement, même s'il y a un admis, 2 admis, s'il y a des admis, c'est que... L'objectif du programme, ce n'était pas d'avoir un admis, 2 admis à la fin. Je vais dire, nous sommes passés à côté de l'objectif. Je vais dire, si des gens sont admis, c'est qu'à votre niveau aussi, vous devez être en mesure d'être... Le sujet, c'est pour tout le monde. Justement, c'est pour tout le monde, M. Guébré. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des réalités que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Et on ne peut pas imaginer, effectivement, comment ces gens-là sont arrivés à avoir l'admissibilité. Ça, nous ne rentrons pas dans ces débats. Nous disons seulement que l'objectif du programme a été raté. Voilà, on n'avait pas, et au début, je vous dis, si on avait dit aux gens qu'ils allaient subir un concours type académique ou bien un concours ordinaire, je vous assure que les gens n'allaient pas s'inscrire. On a été rassurés par les intentions dont le gouvernement faisait part. Ne vous fiez pas aux intentions. Oui, effectivement, les intentions, et même le président du Faso a eu à faire des déclarations qui nous a encore rassurés en 2018. Allez-y, à la fin, on va vous prendre. Et nous avons été... Mais sur la base d'un mécanisme spécifique, c'est bien. Je suis désolé avec ce mécanisme spécifique qui n'a pas respecté seulement les objectifs du contrat. Imagine les objectifs du programme. Pourquoi vous pensez qu'on n'a pas respecté les objectifs du programme? L'objectif n'était pas de mettre les gens au chômage après les 3 ans. L'objectif n'était pas de laisser les élèves sur le terrain sans professeurs. On est dans un secteur sensible. Nous avons 660 professeurs qui sont partis à la fin des 3 années. C'est aussi, on est dans le secteur de l'éducation. Il n'y a pas eu de poste qui a remplacé. On a besoin de personnel de qualité. Justement. Je crois que lors du concours qui vous a été administré, il fallait juste avoir 7 de moyenne par matière. Et dans le programme, il y avait la question de la formation. Il y avait une note éliminatoire 7 de moyenne. Justement, la note éliminatoire, même si elle était de 5. Est-ce que vous n'avez pas été capable d'avoir 7 de moyenne? Si le sujet, s'il vous plaît, les sujets n'étaient pas conformes au profil des candidats, même si la note était de 5 sur 20, il y allait avoir les mêmes résultats. Pourquoi vous dites n'est pas conforme au profil du candidat? Vous avez un bac plus 2 minimum? Je ne parle pas du niveau, je parle du profil. C'est différent. Quand on parle du niveau, nous sommes à bac plus 2. Il n'y a pas de à un concours, ne vous attendez pas toujours, même les concours de la fonction publique. J'ai dit que le PGN, c'est un cas vraiment que les gens doivent traiter avec beaucoup plus de particularités. Nous ne sommes pas venus comme ça. On a été recrutés en tenant compte d'un certain nombre de profils universitaires. Et lorsqu'on veut évaluer ces gens qui ont effectivement fait les 3 années sans problème, alors je vous rappelle même que dans le contrat, il y a eu d'abord, ça veut dire le contrat stipulait qu'à chaque fin d'année, les directeurs, les chefs d'établissement faisaient des notes aux différents professeurs. Et si la note qu'on te donne n'était pas convenable, alors ça veut dire que ton contrat prenait fin. Et tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça veut dire qu'on a jugé qu'à la fin de chaque année, alors, leur note était propre. Normalement, donc même pour vous, sur la base de le mécanisme d'intégration devrait passer par là. Et malheureusement, on ne sait pas. C'est pour quelle raison? Alors, on revient nous servir des sujets de ce genre-là. Je suis désolé de le dire. Alors, je dis aussi qu'actuellement, nos camarades ne sont pas prêts à aller encore dans cette condition de recrutement-là. Quels camarades? Nos collègues professeurs qui sont dans le programme.
Ceux qui sont actuellement en cours de contrat? Ceux qui sont en cours de contrat et qui vont finir bientôt, et ceux qui ont fini et qui sont au carreau actuellement. Mais ils connaissent déjà les procédures. Vous, effectivement, votre contrat a pris fin. Oui, vous n'avez pas seul concours, vous n'avez pas eu, vous l'êtes admis. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de l'État, du gouvernement? Alors, nous, on va rappeler au gouvernement qu'il n'est pas venu. Le gouvernement, là, il faut qu'il se rappelle de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Voilà. C'est compte tenu de ces problèmes-là que les jeunes sont sortis dans la rue. Et nous tous, nous étions à l'œuvre ce jour-là, les 30 et 31 octobre. Il faut qu'ils se rappellent de ça. Le chômage des jeunes, le sous-emploi, c'est très important. Et actuellement, la dignité d'une personne passe par son emploi. Et lorsque la dignité de la jeunesse est bafouée, les jeunes vont sortir. Le gouvernement vous donne la possibilité de revenir l'année prochaine. Dans les mêmes conditions, on n'est pas prêt. Alors, le ministre a dit ce matin dans une Maintenant que vous connaissez un peu, radio, maintenant que vous avez une idée du contenu des sujets, pourquoi vous ne vous préparez pas tranquillement? Même si on nous rébellotait vous avez tout le temps de vous préparer. 4 années, même dans face les à mêmes des conditions, de type académique, mais de type justement, universitaire. qu'ils nous forment d'abord. S'ils veulent qu'on le fasse, qu'ils nous forment, qu'ils nous aient, ils amènent des professeurs d'université. Vous pouvez vous former, vous avez... Actuellement, on n'a plus de revenus pour le faire. On pouvait le faire avant, quand on était sur le terrain, mais actuellement, on ne peut plus le faire. Mais ceux qui passent les concours directs, ils se débrouillent pour se former. Ça, c'est un concours direct. Et là, nous ne sommes pas dans le même cas. Je vous ai dit que le PGN et puis les concours directs ordinaires, ça fait deux choses différentes. Qu'il faut que les gens puissent comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette spécificité qui fait qu'il n'y a exactement, que vous c'est un programme. Non, mais même si on ouvrait à tout le monde, je vous dis qu'il y a des concours là où on n'arrive même pas à couvrir le besoin. Il y a des concours là où on demande 20 personnes et il n'y a même pas 5 personnes, avec 1000 candidats. D'accord. Donc aujourd'hui, depuis, je crois, c'est septembre, c'est ça? Tout à fait. Que votre contrat a pris fin. Le 30 septembre. Aujourd'hui, vous êtes sans emploi. Sans emploi, sans revenu. Sans revenu. Oui. Et pour vous, ce n'est pas normal. Et pour vous, l'objectif aujourd'hui, votre plaidoyer, c'est de dire à l'État, il faut penser à nous, il faut nous reprendre sans passer par un concours. Nous avons écrit à notre ministère de tutelle. Alors, mais les concours, c'est géré par la fonction publique. La fonction publique. Justement, mais nous sommes passés par le ministère de l'Éducation. Nous sommes le produit du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation n'a plus rien à voir dans les recrutements. Je vous rappelle que la commission qui a été mise en place pour organiser le concours en question en 2019, là, c'est le ministère de l'Éducation qui a organisé, qui a mis en place la commission. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il a une responsabilité. Les recrutements, c'est la fonction publique. Et quand on parle du gouvernement, tous les ministères sont concernés. D'accord. Voilà. Moi, je pense que bon, nous on a proposé. Pour terminer très rapidement. Ok, on a proposé au ministre de prendre connaissance, en tout cas, de la loi 081 CNT de 2015 là, qui porte sur les différentes spécificités pour entrer à la fonction publique. À son article 21, la loi dit qu'on peut faire les sélections sur dossier comme une variante du concours direct. Alors, compte tenu du fait que les gens sont restés et que vous avez vu qu'ils sont bons après les 3 années, pourquoi encore les demander de composer? Prenez le dossier et puis vous les laissez passer. C'est le plus facile possible qu'on peut avoir comme sélection. Moi, je pense... Peut-être surtout comme il y a le besoin aussi tout à fait, le besoin est là sur le terrain. Et je vous dis que nous, qu'on a rejeté, actuellement, les chefs d'établissement nous rappellent pour signer notre contrat, pour aller sur le terrain encore. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de nous. Voilà, le besoin est là. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Bonaventure Zoundi, vous êtes le secrétaire général adjoint de la coordination nationale des enseignants du PGN, le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Merci encore. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. L'actualité de la semaine, c'est aussi l'affaire Jean-Claude Bouda, l'ancien ministre de la Défense, déposé à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. C'est au lendemain de la célébration des festivités du 11 décembre 2018 à Manga que l'affaire de la villa du ministre Jean-Claude Bouda avait été rendue publique. Les Burkinabés découvrent une villa Kossu évaluée à plusieurs centaines de millions de francs CFA, attribuée à celui qui était alors ministre de la Défense. L'opinion publique s'interroge alors sur l'origine des fonds qui ont permis au ministre de se construire une telle propriété. Lui qui 2 années plus tôt avait moins d'1 million de francs CFA sur les 2 comptes en banque déclarés à son entrée au gouvernement. Dès lors, la justice s'intéresse de plus en plus à l'ancien maire de Manga. Le procureur du Faso instruit un expert immobilier qui évalue le coût de la résidence à 350 millions de francs CFA. Pour sa défense,
Jean-Claude Bouda affirme avoir entre autres bénéficié du soutien des membres de sa famille pour achever sa bâtisse. Un argument qui n'a visiblement pas convaincu. En mai 2019, le RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, introduit une plainte pour délit d'apparence, enrichissement illicite et fausse déclaration d'intérêt et de patrimoine. Suite à cette plainte, Jean-Claude Bouda a été auditionné, puis déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ce 26 mai. Une information relayée par l'intéressé lui-même qui dit s'être mis à la disposition de la justice. En plus de ce dossier, le nom de l'ancien directeur général du CIAO est également cité dans une affaire de malversation au niveau du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Des faits qui remontent à son passage au ministère en charge de la formation et de l'insertion professionnelle. Oui, Seka Coulibaly, voilà un dossier judiciaire. Jusque-là, on ne maîtrise pas véritablement les contours de ce dossier, les chefs d'accusation. On ne sait pas ce qui est exactement reproché justement à l'ancien ministre de la Défense. On sait justement que le RENLAC a introduit un recours à ce niveau. Mais on attendra de voir. Mais toujours est-il que beaucoup de Burkinabés applaudissent déjà l'acte. Oui, c'est certain que l'écroulement d'un ancien ministre suscite quand même un espoir du point de vue des demandes de justice que formulent la plupart des Burkinabés depuis un certain nombre d'années. Et cela semble montrer également que les choses prennent une autre tournure au Burkina Faso si l'on s'en tient au fait que l'incarcération de l'ex-ministre Jean-Claude Bouda est une tendance qui est en train de s'ouvrir. Dans cette perspective-là, on peut se réjouir que ceux qui se seront rendus coupables de malversation pourraient faire l'objet de poursuites. Et comme vous le dites également, il y a quand même pas mal d'interrogations sur le dossier. C'est vrai qu'il y a une plainte du RENLAC pour délit d'apparence. Maintenant, pour quelles raisons exactement l'ex-ministre est incarcéré? Est-ce que le gouvernement, de son côté, formule d'autres charges comme l'enrichissement illicite ou le détournement de fonds publics, etc. etc. Personnellement, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'aspect judiciaire. On sait seulement que le ministre a été mis en détention provisoire, certainement, en attendant que peut-être le procès puisse se tenir et qu'on puisse en savoir plus. Mais d'ores et déjà, on se pose des questions de savoir comment quelqu'un qui a un rang de ministre se retrouve incarcéré à cette vitesse-là, étant donné qu'on a des exemples en la matière où des anciens membres du gouvernement, pour des raisons liées à leur statut, n'ont pas encore pu être mis en détention du fait que... dysfonctionnement à la Haute Cour de justice. À cause du dysfonctionnement lié à la Haute Cour de justice. Donc comment est-ce que celui-ci a pu aussi rapidement être mis en détention? C'est encore des interrogations sur lesquelles je pense et les médias et les OSC pourraient faire les investigations pour en savoir plus dans les jours à venir. En tout cas, ça reste une grosse interrogation. Comment les choses peuvent se passer ainsi? On attendra donc de voir. Oui. Mais pour ajouter également, on sait que plusieurs, je crois 2 ou 3 autres ministres étaient également dans le collimateur avec, je crois, les infrastructures au niveau de l'ASE avaient déjà été indexées pour un certain nombre de justifications à mener. Donc on peut se demander si c'est de là que vienne la poursuite, pourquoi est-ce que d'autres ne seraient pas encore, connaîtraient pas le même sort que Jean-Claude Bouda à l'heure actuelle. Donc c'est encore des questionnements sur lesquels je pense les journaux d'investigation, même tous les médias pourraient se mettre dessus pour qu'on en sache un peu plus et que si c'est réellement une tendance qui est ouverte et que cette tendance-là puisse apporter un peu plus d'assainissement dans la gestion des biens publics au Burkina Faso. Merci. En ligne des États-Unis, de New Jersey précisément, nous avons notre confrère journaliste Daouda Emile Ouedraogo. Il est aussi coordonnateur international de l'ONG Stand for Life and Liberty, qui milite pour la promotion des droits humains en Afrique et dans le monde. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Très bien, merci. L'actualité au niveau des États-Unis, c'est cette affaire de George Floyd. On voit que l'Amérique est ébranlée
par cette affaire de jeunes afro-américains justement tués par la police. Et depuis, on remarque que ce sont des manifestations de rue au niveau donc, de plusieurs villes des États-Unis. Que demandent exactement les manifestants? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur cette bavure policière et raciste. Et je tiens à dire que l'ONG Stand for Life and Liberty condamne avec la dernière énergie cet acte. Alors, en résumé, pour revenir à votre question, les manifestants demandent l'inculpation de tous les 4 policiers inculpés dans le meurtre de George Floyd. En rappel, 4 policiers étaient impliqués dans l'affaire, mais c'est seulement un seul qui est actuellement mis en accusation. Le nommé l'ex-officier, parce qu'il n'est plus officier, l'ex-officier Derek Chauvin. Donc, il demande que les 4 policiers soient inculpés. Et encore, les manifestants demandent qu'il y ait des charges plus sévères pour l'officier Derek Chauvin. Je rappelle qu'il a été inculpé pour meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire coupable. Et selon la loi américaine, s'il est reconnu coupable, il encourt une peine d'emprisonnement maximum de 35 ans. Donc, selon les manifestants, ça c'est un peu, ce n'est pas assez. Donc, il veut plus parler, les manifestants voudraient parler d'homicide volontaire, c'est bien ça? Oui, ils veulent parler d'homicide volontaire et de plus de charges parce que c'est flagrant selon eux ce qui a été fait. Alors, le point de vue des politiques dans tout ça, où en est-on avec le débat politique malgré ses revendications et ses critiques? Bon, pour les politiques, la classe politique est divisée. Si certains condamnent de façon ferme, certains soufflent le chaud et le froid. Je parle du pouvoir exécutif en place, qui souffle le chaud et le froid, qui, en condamnant des bouts des lèvres, pendant que son premier responsable fait des tweets incendiaires. Bon, quant à l'ancien président Barack Obama, il a estimé que les États-Unis devraient faire mieux en 2020 et que la mort de George Floyd ne devrait pas être une mort normale. Alors, pour le candidat démocrate Joe Biden, lui, il a estimé que les Américains avaient le droit de manifester contre la brutalité policière, mais il a toutefois condamné les violences qui se sont déroulées dans les différents États. Et par rapport à cela, je rappelle que 30 villes des États-Unis ont été touchées dans 16 États et 25 villes sur ces 30 ont instauré le couvre-feu qui va de 18h à 5h du matin. Bon, pour les villes les plus touchées où il y a eu des pillages, des échauffourées entre policiers et manifestants, on a vu des véhicules de police brûlés, on a vu des commissariats de police brûlés. On a les villes comme à Houston, Minneapolis, Atlanta, Minnesota, Philadelphie, Chicago, New York, où il y a eu des manifestations à divers degrés. Donc voilà un peu ce qu'il y a pour ce qui concerne le plan politique et les manifestations. Justement, c'est vrai que c'est le débat sur le racisme qui est posé ici. Est-ce que justement toutes ces manifestations, toute cette colère de la rue a permis de faire avancer le débat sur la question? Ça, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste, et je vous en remercie. Concernant le débat politique, je dois dire que la première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Alors, aux États-Unis, ici, des lois existent, notamment le Civil Rights du 2 juillet 1964. Il y a même la Constitution américaine de 1787, dont les pères fondateurs, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman, Franklin ont posé les bases. Mais ces lois existent, mais elles ne sont pas appliquées selon la force de la loi. Nous, ici,
Je parle des États-Unis. La réalité est là. Nous vivons le racisme au jour le jour. Donc, le débat est posé, mais dans l'application, ce qui est dit en parole, dans la pratique, elle est tout à fait différente. Et alors que, pour en venir à bout de ce problème racial, il faut poser le problème et de façon très rationnelle, sans avoir froid aux yeux, trouver une solution à ce problème-là. Visiblement, entre démocrates et républicains, ça reste un sujet embarrassant. On a du mal justement à crever l'abcès. Oui, tout à fait, on a du mal à crever l'abcès parce que les deux camps se tirent sur la paternité de l'électorat noir. Et les républicains, dont Donald Trump fait partie, considèrent que l'électorat noir est du côté des démocrates. Et du côté aussi des démocrates, on considère que l'électorat blanc est du côté des républicains. Donc, il y a ce tiraillement et ce déchirement entre l'Amérique et la dernière élection qui a vu les démocrates arriver en force au niveau du Sénat a permis de pouvoir exacerber cette division entre les républicains et les démocrates. Donc, c'est une question qui est posée et tant que on ne dépassera pas le clivage qui fait qu'on colle une étiquette politique au noir, on n'avancera pas dans la résolution des problèmes racistes aux États-Unis. Merci. Daouda Émile Ouedraogo, je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnateur international de l'ONG Stand for Life and Liberty. Merci encore pour cette intervention. Bonne soirée à vous, merci. Merci. Siaka Coulibaly, c'est encore là un débat et c'est récurrent, ces bavures policières contre les Afro-Américains aux États-Unis. Oui, il ne s'agit pas ici d'une bavure, il s'agit d'une violation manifeste de droit qui a été opérée par un agent de police et qui a coûté la vie donc, à un individu, un citoyen américain, et qui révèle une plaie béante de la société américaine hein, depuis déjà très longtemps, où les Noirs sont en souffrance de la protection de leurs droits par les institutions publiques. Et ici, on le voit encore, c'est encore un acte qui vient rappeler que tous les Américains ne sont pas logés à la même enseigne quand il s'agit de la protection de leurs droits. Les arrestations des Afro-Américains sont beaucoup plus musclées et en général, il en ressort beaucoup de dommages physiques et psychologiques hein, à ceux qui sont en détention. Et, voilà. Et cela également, effectivement, porte sur la dimension politique de la question, où on le voit, le président américain est un peu à l'étroit. Il est bien conscient qu'il y a eu violation de droits, mais pour lui, la force doit rester à l'autorité publique. Donc pour lui, ce qui est arrivé, c'est peut-être un incident. Donc on ne devrait pas, selon lui... Il y a une forme de banalisation. Voilà, il voudrait quelque peu banaliser là-dessus. Donc on regarde également, on voit que la qualification qui a été faite par le procureur est assez légère, hein, parce que ce meurtre, quand on le regarde, on ne peut pas l'appeler meurtre au troisième degré, dans la mesure où on voit l'intention de nuire, parce que l'arrestation, le suspect n'a pas résisté, il s'est laissé menotter, et apparemment les policiers étaient conscients qu'il y avait une vidéo de surveillance, ils l'ont conduit derrière le véhicule de la police afin de l'immobiliser au sol, ce qui n'était pas du tout nécessaire puisque le suspect ne résistait pas. Il a même dit qu'il avait des problèmes pour respirer. Et il a appliqué donc son genou à un endroit spécifique qui a une prise particulière. À mon avis, il y avait intention donc, de donner la mort ici, pour des raisons que nous ne savons pas pour le moment. Peut-être que la suite va nous le révéler. Mais en tout cas, cette affaire va être défrayer la chronique aux États-Unis. Et les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, à mon avis, sont salutaires parce qu'elles viennent poser le problème de l'égalité devant la loi,
des Américains. Et ça permet aux autres pays également d'en tirer des leçons. Voilà. Et chez nous, Siaka Koulibaly, c'est bien sûr cette affaire aussi qui implique les agents de sécurité, les 12 présumés terroristes retrouvés morts dans une cellule à Tanwal-Bougou, où justement cette semaine, il y a eu la sortie du procureur du Faso près la cour d'appel de Fadam-Gourma, où il a été clairement, à partir justement de l'enquête qui avait été ouverte, que ces 12 présumés terroristes retrouvés morts n'ont pas été tués par balle, ce qui vient contredire aussi des témoignages, dont notamment le témoignage du député maire de Dori Aziz Diallo, qui a perdu un de ses cousins dans cette affaire. Non. Moi, je m'étais attendu, lorsque le procureur a commencé à dire qu'il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de contusion, il n'y a pas eu d'hématome, je pensais qu'il allait dire qu'ils ont fait une exhumation et une autopsie. Mais il finit par dire qu'il n'y a pas eu d'autopsie, parce que pour le moment, ils n'ont pas le plateau technique de l'autopsie. Seule l'autopsie aurait pu permettre au procureur d'établir que les personnes décédées ne l'ont pas été par balle. D'ailleurs, le président de la cour d'appel, je crois, rassure en disant que l'autopsie est toujours possible par la suite lorsque les corps auront atteint un niveau de putréfaction avancé. Ça veut dire que les chairs vont peut-être disparaître et on pourra autopsier les squelettes, puisque la question qui est mise en cause ici, c'est l'utilisation des balles dans la tête de ceux qui sont décédés. En ce moment, on a tout le temps de vérifier que les crânes des victimes portent ou non des traces de balles. Ça pourrait être établi même par la suite. Donc, c'est trop tôt pour le procureur de dire que ces personnes n'ont pas été tuées par balle. Si par la suite l'autopsie venait à le confirmer, je pense qu'il y aurait parjure de sa part, et il a trop tôt fait, à mon avis, de s'avancer sur la question, parce que lui-même ne dispose pas d'un résultat d'autopsie, mais plutôt d'un constat médical qui a été fait par l'infirmier qui a regardé les cadavres. Là aussi, un peu contesté, hein, le profil justement de celui qui a fait les constats, notamment au niveau du CISC, qui dénonce aussi justement que ça ne soit pas fait par des médecins. Oui. L'infirmier ne peut procéder qu'à un constat médical, parce que c'est ce que son niveau lui permet. L'autopsie est confiée à des médecins légistes. Ils ont dit, je crois, les autorités judiciaires de FADA ont dit, qu'elles ont contacté un médecin légiste au niveau de Ouaga, qui leur a donné un peu les conditions dans lesquelles on pourrait faire l'autopsie. Moi, je suis tout à fait satisfait que l'autopsie soit encore possible et qu'elle va continuer à être demandée. Mais on se rend compte qu'au Burkina Faso, depuis un certain nombre d'années, dans certains cas, les autopsies sont demandées mais ne sont pas exécutées. Si on rappelle ce dont on a parlé en début d'émission, le cas de Seba, où les 2 activistes de l'ODJ ont été assassinés, le dossier est toujours pendant à cause de cette question d'autopsie-là, et l'ODJ exige que l'autopsie soit réalisée pour qu'on sache exactement dans quelles conditions ces personnes sont décédées. Et voilà encore un autre cas qui vient s'ajouter. Les 12 de Tanwal-Bougou vont s'ajouter à cela. Une demande d'autopsie également est pendante, et on verra comment les autorités judiciaires vont s'en sortir, parce qu'ici c'est beaucoup plus clair. On parle de balles tirées dans la tête. Et ça, il va être difficile donc d'effacer les traces. Si tant est qu'on puisse faire les autopsies par la suite, on aura les résultats et on saura effectivement les conditions dans lesquelles sont mortes ces 12 personnes. Il y a aussi le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui dénonce du 2 poids 2 mesures. On se rappelle en juillet 2019, 11 personnes décédées dans les conditions presque similaires à Ouagadougou. Il y a eu des mesures très vite, des mesures conservatoires ou suspension donc le responsable de la police de leur fonction. Et pour ce cas précis, le CISC s'interroge sur pourquoi on n'a pas procédé aussi. Le CISC, vous le savez, est créé pour lutter contre la stigmatisation des communautés en pointant du doigt des atteintes aux droits d'une catégorie spécifique de la population. À partir de janvier 2019, avec le dossier Yirgou et par la suite celui des Ban et d'autres dossiers, se sont rendus compte qu'une catégorie particulière de la population est visée par des atteintes de leurs droits. Et quand on fait le point à ces jours, de Yirgou à aujourd'hui, on a environ plus de 500 personnes qui ont été concernées par les cas que porte le CISC et qui concernent toute la communauté Peul. Donc il y a matière à discussion et il y a matière à investigation également.
C'est pour ça qu'il est demandé à la justice de procéder à ces investigations. Comme l'a dit le chef de l'État lors du Conseil de défense, qu'il y a une enquête administrative qui est en cours et une enquête judiciaire également qui est en cours. On a vu que les autorités judiciaires ont relayé le dossier à la justice militaire, ce qui est une façon de complexifier donc le dossier, parce qu'on sait comment, à ce niveau-là, les choses peuvent perdurer. Et qu'il faut à présent, comme l'ont dit plusieurs acteurs, peut-être une information au niveau international qui permette de clarifier la question en toute indépendance et de blanchir éventuellement les services de défense et de sécurité. Si les forces de sécurité n'ont pas... Parce que toutes ces suspicions aussi peuvent être de nature à démoraliser les forces sur le terrain. C'est pour ça qu'il faut clarifier rapidement la question. Si on arrive aujourd'hui à établir qu'il y a eu des exactions de la part de certains agents, le code qui régit ces personnels-là prévoit des sanctions à ce niveau-là. Ce n'est pas nouveau. Donc, s'ils ont commis des actes qui sont hors de leur mandat, c'est tout à fait normal qu'ils subissent des sanctions. En ce moment, on les retire du dispositif de sécurité, permettant aux autres de travailler tranquillement dans la lutte contre le terrorisme. Mais si ce n'est pas le cas, vous savez que dans la lutte contre le terrorisme, il y a une dimension très importante qui est la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité dans le signalement des terroristes, leurs mouvements, etc. S'il en arrive à avoir des suspicions sur la probité et l'impartialité des forces de défense et de sécurité, cela va jouer sur la contribution des populations, ou même qu'une partie de la population serait tentée de rejoindre les rangs des terroristes et de grossir ces rangs-là, alors qu'on le sait, jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à neutraliser totalement les phalanges terroristes qui attaquent le pays. Et s'il en arrivait à être renforcé par des renforts des personnes mécontentes, je crains que nous ne puissions pas nous en sortir maintenant. D'accord. Voilà. On espère justement peut-être que l'État va aller dans cette démarche, une enquête indépendante, peut-être ouverte à l'international, pour éviter toutes ces suspicions. Exactement. Voilà. Je rappelle justement pour ce communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale avec cette attaque terroriste au niveau du marché de bétail de Kompiembiga, village situé à 15 km de Pama sur l'axe Fada-Pama, avec un bilan provisoire de 25 morts. Ce sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.